Je te comprends pas. Je t'ai demandé de filmer mes pieds et de remonter lentement jusqu'à ma tête. Et toi, tu fais des allers-retours. T'as jamais vu de film? T'as dû en voir des milliers, non? Tu dois savoir comment ça se passe. À la NASA, on apprend à des chimpanzés à utiliser une caméra. Tout le monde peut le faire. Voici les films amateurs d'un meurtrier. Tu peux reculer un peu? T'es beaucoup trop près. Un homme qui, dans les années 80, a été considéré comme le tueur en série le plus prolifique de l'histoire de la Grande-Bretagne. Et tu n'as encore rien vu. Un fonctionnaire dont le comportement exemplaire lui vaudra le surnom de « gentil tueur ». La batterie est à plat, c'est pour ça que la caméra s'arrête. Tu penses être capable de t'en servir? Il suffit de viser et d'appuyer sur le bouton. Ce meurtrier, de jeunes hommes, va relancer le débat de l'inné et de l'acquis. Le gentil tueur était-il un tueur né? Coupé. Au début de l'hiver 1983, on nous a signalé un problème dans le quartier de Muswell Hill, à Londres. L'appel concernait des toilettes bouchées. L'immeuble, situé au 23 Cranley Gardens, comprend plusieurs appartements et chambres meublées. Les locataires se plaignent de problèmes de plomberie depuis déjà plusieurs jours. Un technicien s'était rendu sur place pour déboucher les toilettes, ce qu'il a fait. Après coup, il nous a dit qu'il n'avait jamais senti une odeur aussi nauséabonde de toute sa vie. Les sanitaires de l'immeuble continuent à se boucher. Un plombier a été dépêché en urgence un samedi matin. En inspectant les canalisations sous la maison, il a vu quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver là. Il nous a dit que ça ressemblait à des morceaux de viande de boucherie et à des os. Il s'est rendu compte que les toilettes étaient bouchées par de la chair humaine. Le 9 février 1983, j'étais tranquillement assis à mon bureau quand j'ai reçu un appel de Peter Slade, le premier inspecteur arrivé sur les lieux. Il m'a demandé si je pouvais venir à Cranley Gardens. Ils avaient un petit souci. Je suis monté dans la voiture de police et je me suis rendu sur place. Je me souviens qu'il faisait un froid de canard et qu'il y avait de la neige. On était dehors, devant cette horrible maison. On a inspecté la fosse, et là, il m'a montré 4 morceaux de chair de 8 cm sur 2 peut-être, ainsi que 3 os avec encore l'articulation. En voyant ça, j'ai tout de suite pensé à une main humaine. Les canalisations étaient bouchées à mi-chemin. Ça voulait dire que le problème venait forcément d'en haut. Le locataire de l'appartement du haut est un homme de 37 ans travaillant à l'agence pour l'emploi du quartier, Dennis Andrew Nielsen. Il rentre généralement de son travail vers 17h30. Avec mes 2 collègues, on est entrés l'attendre à l'intérieur. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On savait qu'on avait affaire à un tueur, mais on ne savait pas ce qu'il avait réellement fait. Nielsen est arrivé à 17h30 pile. Ça faisait 2 ou 3 heures que je m'imaginais dans ma tête la scène qui allait suivre. Je savais qu'une personne capable de faire disparaître un corps morceau par morceau dans les toilettes n'était pas tout à fait normale. Quand Nielsen a franchi la porte, j'avais pris la décision de jouer la carte de la proximité.
Je me souviens lui avoir dit « Monsieur Nielsen ?» Il a répondu « Oui, c'est moi ». Je lui ai dit « Je suis l'inspecteur Jay. Je suis là à cause de vos canalisations. » J'ai vu un sourire se dessiner sur son visage. Il a dit « Depuis quand la police s'intéresse aux canalisations bouchées ?» Je lui ai répondu « Faites-moi monter dans votre appartement et je vous expliquerai tout ça. » J'ai tout de suite été assailli par l'odeur de chair en décomposition. Je lui ai dit que j'étais ici parce que les canalisations étaient bouchées par des restes humains. Et il a dit « Oh mon Dieu, c'est horrible !» Je me suis approché de lui, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Ne jouez pas au plus malin avec moi. Où est le reste du corps ?» Il a marqué un temps d'arrêt et il m'a dit « Dans des sacs en plastique dans la pièce d'à côté. » Nielsen est arrêté et emmené au commissariat pour y être interrogé. Mon adjoint, l'inspecteur Steve McCuster, était assis à l'arrière du véhicule de police. C'est moi qui conduisais. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment, Steve a demandé à Nielsen « On est en train de parler d'un seul corps ou bien de deux ?» Nielsen a répondu « Non, je crois qu'il y en a 16. » Je me souviens que mes mains tremblaient sur le volant. Les policiers n'en croyaient pas leurs oreilles, parce qu'il avait dit ça de manière si détachée, si froide. On avait affaire à un homme très froid. Le seul moment où il se montrait enthousiaste, c'était quand il tuait des gens, quand il était habité par son autre moi. Dans les placards de Nielsen, les policiers découvrent 2 sacs en plastique noir et plusieurs désodorisants. Les sacs contiennent plusieurs corps démembrés ainsi que 2 têtes coupées. Dans une caisse à thé, les policiers découvrent un torse, des os, ainsi qu'un crâne. Un tiroir de la salle de bain renferme des jambes et un pelvis. Il s'agit des restes de 3 hommes. Dans un jardin de Cricklewood, les enquêteurs identifient les restes d'au moins 8 autres corps. Sous le sceau de la confidence, il m'a avoué que si on ne l'avait pas arrêté, il n'y aurait pas eu 15 corps, mais 150. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Tout ça était tellement irréel. Dennis Nielsen est né en 1945 à Fraserburgh, un village de pêcheurs isolé du nord-est de l'Écosse. La famille de sa mère y habite depuis des générations. Son père est un soldat norvégien de passage. Il était le cadet de 3 enfants. Il avait un frère aîné et une petite sœur. Il n'a jamais vraiment connu son père. Enfant, Nielsen était plutôt du genre solitaire. Il n'avait pas vraiment d'amis. Tout le monde le trouvait un peu bizarre. Sa mère a expliqué qu'elle ne pouvait jamais lui faire de câlins. Il n'appréciait pas les contacts physiques, à part avec son grand-père. Le père de Nielsen était souvent absent, mais le garçon était très proche de son grand-père. Ils allaient souvent se promener et pêcher tous les deux. Le grand-père de Nielsen est souvent obligé de s'absenter plusieurs semaines d'affilée pour pêcher en mer du Nord. Un jour, alors qu'il rentrait de l'école, sa mère lui a dit « Tu veux voir ton grand-père » Il ne savait pas qu'il était rentré. Il était ravi de l'apprendre. Il est allé à la cuisine et sur la table, il y avait une grande caisse avec son grand-père à l'intérieur. Personne ne l'avait averti de sa mort. Le grand-père de Nielsen est décédé en mer. Son corps a été rapatrié chez lui afin d'y être enterré. Il a toujours gardé en mémoire l'image de son grand-père, blanc comme un linge. Je crois que ça l'a profondément marqué.
Nielsen a expliqué par la suite que c'est en voyant son grand-père allongé dans le salon après sa mort qu'il a commencé à associer dans son esprit l'amour, la mort et l'idée d'un corps inerte. Je serais bien incapable de le prouver, mais je suis persuadé que c'est à ce moment-là que l'amour et la mort ont commencé à se mélanger et à ne faire plus qu'un. Quand sa mère lui a dit que son grand-père était mieux là où il était, le petit garçon de 6 ans s'est dit « S'il est mieux là où il est, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas emmené avec lui ?» Parfois, il allait au bord de la mer et il faisait semblant de se noyer afin de se rapprocher de lui. À l'âge de 15 ans, Nielsen décide de quitter le domicile familial. Nielsen a rejoint l'armée, ou plus exactement les cuisines de l'armée. C'est là qu'il a appris toutes les techniques pour découper la viande. Des techniques qu'il a ensuite mises en pratique dans le civil. En 1983, la découverte de restes humains dans les canalisations de l'immeuble situé au 23 Cranley Gardens conduit à l'arrestation du fonctionnaire Dennis Nielsen. Il déclare avoir assassiné au moins 15 jeunes hommes. Les enquêteurs découvrent qu'il a eu une enfance solitaire, marquée par la mort de son grand-père adoré. À l'âge de 15 ans, il s'engage comme cuisinier dans l'armée. Très tôt, le jeune Nielsen se démarque de ses camarades. Il aimait bien couper les cheveux en 4. Ce n'était jamais bien méchant, mais si vous disiez qu'une photo était en noir et blanc, il vous répondait « Non, elle est en blanc et noir », enfin ce genre de choses. Il aimait bien aller à contre-courant. On passait notre temps à écouter les Beatles, les Rolling Stones. On lisait le magazine Parade. C'était un magazine plutôt féminin. Je crois qu'il lisait aussi des journaux plus sérieux et qu'il écoutait de la musique classique. Je me souviens d'une bagarre un jour. Il s'est mis à griffer et à gifler son adversaire. Il ne se battait pas à coups de poing comme nous autres. Je me souviens que quelqu'un lui a dit « Nielsen, tu es vraiment bizarre ». L'adolescent cache un lourd secret. Lors de son passage dans l'armée, le jeune Nielsen n'aurait jamais pu révéler à ses collègues qu'il était gay. Les homosexuels n'étaient pas du tout acceptés. Quand on était gay, on le gardait pour soi. Pendant son service militaire, Nielsen commence à s'intéresser à la photographie. Il prétendait que c'était juste un passe-temps. Mais ça allait bien au-delà de ça. Il s'était découvert une vraie passion. Il demandait à ses camarades de régiment de jouer le rôle de cadavre, de faire comme s'ils avaient été tués au combat. Il les prenait ensuite en photo. Les autres trouvaient ça un peu bizarre, mais ils jouaient le jeu quand même. Nielsen va passer 11 ans dans l'armée, s'élevant au rang de caporal-chef. Il avait tendance à se montrer despotique avec ceux qui se trouvaient au-dessous de lui. Il se comportait parfois en vrai tyran. À quelques jours de son 27e anniversaire, Nielsen décide de laisser derrière lui l'esprit de camaraderie et de discipline de l'armée. Dans le Londres des années 1970, il découvre une scène gay en plein essor. Il habitait dans une zone très urbanisée. Il y avait de nombreux bars gays qu'il fréquentait pour la première fois de sa vie. Les gens étaient plus sympas à l'époque. On se parlait beaucoup plus. La vie londonienne était grisante. Il était loin d'être moche. Il était intelligent et plutôt de bonne compagnie.
Il choisissait ses mots avec soin, mais au bout d'un moment, vous vous rendiez compte que ce n'est pas à vous qu'il parlait, mais à lui-même. La seule chose qui l'intéressait, c'est ce que lui disait. Pourquoi est-ce que tu appuies sur ce bouton? Tu ne seras jamais un vrai caméraman. Non. Je ne veux pas faire des films pornographiques. Nilsson est embauché par la police de Londres. Il n'est pas rare que ce genre de personnes cherchent à exercer un métier d'autorité, que ce soit comme policier ou comme fonctionnaire. Ces métiers leur permettent d'exercer leur contrôle sur leur entourage. C'est quelque chose qui leur plaît. Il vivait une double vie. D'un côté, c'était un agent de police, et de l'autre, il pouvait enfin vivre librement sa sexualité. Ça ne pouvait qu'aboutir à un conflit. Au bout de 11 mois, Nilsson, fatigué de son métier de policier, décide de démissionner. Il est également déçu par le caractère éphémère des relations dans le milieu gay. Il est à la recherche d'une relation plus stable. Il était à la recherche d'une personne avec laquelle partager sa vie. On ne va pas en boîte de nuit pour trouver l'homme de sa vie. La plupart du temps, les gens vont là-bas pour une aventure d'un soir. Il est embauché à l'agence pour l'emploi située en plein cœur du West End. Mais le jeune Écossais a du mal à se lier d'amitié. Il n'était pas du genre à se faire des amis facilement, ou à faire le pitre en soirée. Il était beaucoup trop égoïste pour ça. Il était beaucoup trop narcissique pour ça. Des banlieusards harcelés, des locataires harcelés. Ils se font entuber par l'agence pour l'emploi, les transports londoniens, les grandes chaînes de supermarchés. Arrête ça, laisse-moi réfléchir. Il mène une existence relativement solitaire. Il a du mal à se faire des amis et à rencontrer des gens. Et ce sentiment d'isolement le conduit à rester chez lui et à se noyer dans l'alcool. Il buvait beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le qualifier d'alcoolique, mais il aimait bien se saouler. De la bière, je déteste ça, mais je l'ai eu gratuitement. Il adorait écouter de la musique. Nilsson était beaucoup plus à l'aise avec les machines qu'avec les gens. La musique était un bon moyen pour lui de contrôler ce qu'il entendait. On ne peut pas contrôler une personne. On ne peut pas contrôler ce qu'elle dit ou la façon dont elle va réagir, mais on peut contrôler une chaîne hi-fi. À votre santé, Mrs. Robinson. En 1976, Nilsson fait la connaissance d'un jeune marginal du nom de David Galichan. Galichan est au chômage et vit dans un hôtel. Le couple semble plutôt mal assorti, mais Nilsson se met en tête de trouver un appartement pour qu'ils s'installent ensemble. Le thé est prêt, Des. D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai décidé de m'engager. Ah d'accord, c'est la résolution du jour? Saloperie de clébard, il a encore mâchouillé mes pantoufles. Viens là. Il a mâchouillé tes pantoufles? La prochaine fois que je le chope, je lui tords le cou. Ils habitaient dans un très vieil immeuble de Melrose Avenue. On aurait dit que leurs meubles dataient de la guerre. Ils étaient vraiment très vieux. Les tapis n'étaient pas terribles. Le bâtiment était vraiment en mauvais état. Il était 1h10 du matin. J'étais en train de dormir. Il était allongé là-bas, moi ici. On a entendu un grand bruit. Filme ça avec ta caméra. T'as vu ça? Le plafond s'est littéralement effondré. Il m'est tombé dessus. Le chien a été touché aussi. Pauvre bête, il s'est mis à gronder. Ça t'a réveillé aussi. Tu as vu ces gros morceaux de plâtre? Ça aurait pu tuer quelqu'un. T'as vu ça?
Leur porte-fenêtre s'ouvrait sur un jardin. Les locataires des étages n'y avaient pas accès. Ils étaient les seuls à en avoir la jouissance. T'es un idiot. Regarde par ici. Par ici? Par ici. Redresse-toi. Tu penses que ça va me prendre combien de temps pour bêcher le jardin? Ne reste pas là avec la main sur la hanche. Ça fait tapette. Le caractère autoritaire et dictatorial de Nielsen finit par monter les deux hommes l'un contre l'autre. Putain, où est mon thé? Ton thé? Il est là? David Galichan a fini par le quitter au bout de 18 mois environ. Nielsen a été très affecté. C'était un homme très seul. Il était ennuyeux et faisait fuir les gens. Il recherchait quelqu'un avec qui partager sa vie. Mais psychologiquement et sociologiquement, il n'en était absolument pas capable. T'es vraiment débile. Il s'est mis à inviter de plus en plus de monde chez lui, espérant que l'un d'eux accepterait de rester. Il m'a demandé de m'installer avec lui, mais je lui ai dit que je ne supporterais pas de le voir boire. L'alcool allait toujours s'intercaler entre lui et moi. Je lui ai dit, il faut que tu arrêtes. Si tu arrêtais de boire, tu serais un mec sympa. Mais il ne pouvait pas arrêter, il ne pouvait pas. Il s'est renfermé sur lui-même. Il n'y a que lui qui l'intéressait. Il ne me posait jamais de questions sur ma vie personnelle. Je me demande bien pourquoi j'ai acheté cette cuisine. La lumière ne s'allume même pas. Tu peux reculer un peu? T'es beaucoup trop près. Délaissé, Nielsen trouve du réconfort dans ses fantasmes morbides. Il avait l'habitude de s'allonger par terre devant le miroir et de se peindre les lèvres en bleu. Il s'arrangeait pour avoir les yeux injectés de sang. Il trouvait de la satisfaction à se regarder dans le miroir. C'était quelque chose dont il avait profondément besoin, un besoin manifestement pervers. Il faisait semblant de s'évanouir et de tomber par terre. Je me précipitais auprès de lui, mais je savais qu'il ne dormait pas et qu'il n'était pas non plus tombé dans les pommes. Il était bel et bien réveillé, mais il restait allongé par terre. On pouvait se faire à manger, regarder la télévision, et lui, pendant ce temps, il restait allongé. Mais je savais qu'il n'était pas endormi, je le savais. Il restait comme ça, avec les bras écartés. Je pense qu'il faisait semblant d'être mort. Nielsen continue de jouer le rôle du fonctionnaire modèle. Il se levait le matin dans la peau d'un fonctionnaire. Il allait travailler, il rentrait chez lui le soir, il s'occupait de son jardin, il se faisait à manger. Il avait même un chien qui s'appelait Blip. Allez, Blip. Allez, Blip, dis quelque chose. En apparence, il menait une vie de banlieusard ordinaire, banale. Non, non, on mord pas le doigt. Mais Nielsen n'avait aucune idée de ce que c'était qu'une vie ordinaire. Lui, ce qu'il voulait, c'était être quelqu'un d'extraordinaire. Le jour de l'an 1979, Dennis Nielsen, âgé alors de 33 ans, se réveille aux côtés d'un adolescent qu'il a rencontré dans un pub la veille au soir. Le travailleur solitaire racontera par la suite qu'il n'arrivait pas à se faire à l'idée que le garçon s'en aille. Il a été pris d'une pulsion. Il fallait qu'il garde cet homme auprès de lui. Il ne devait pas le laisser partir. Nielsen s'empare d'une cravate, la passe autour du cou du garçon
et se met à serrer. Il a été étonné par sa force au moment du meurtre. Il ne pensait pas être aussi fort. Ce n'était pas un homme particulièrement costaud. Nielsen s'est alors retrouvé avec un cadavre sur les bras. Bizarrement, il a pris grand soin de ce cadavre. Pour la première fois, Dennis Nilsen peut donner libre cours à ses fantasmes les plus sombres et les plus secrets. Il a fait couler un bain et a nettoyé le corps. Ensuite, il l'a séché et l'a installé confortablement dans le lit ou bien dans le fauteuil. Nilsen va vivre à côté du corps pendant 1 semaine. Il place ensuite le corps nu sous le plancher où il va rester près de 8 mois. Il s'est retrouvé avec un corps sur les bras. Il fallait absolument qu'il trouve un moyen de s'en débarrasser, mais il ne voulait pas qu'il puisse être identifié trop rapidement. Nielsen était quelqu'un d'efficace. Il ne ressentait aucune émotion vis-à-vis des gens, mais il savait qu'il fallait qu'il se débarrasse du cadavre. Il lui fallait résoudre ce problème. Mais pour lui, c'était plus facile de gérer les problèmes d'ordre pratique plutôt qu'émotionnel. Le jardin de Nilsen constitue la solution idéale. Il a brûlé le corps dans son jardin de Melrose Avenue et il a ensuite dispersé les cendres aux 4 vents. Ce n'est qu'en 2005 que la victime est identifiée comme étant Stephen Holmes, un garçon de 14 ans. Son meurtre n'est que le premier d'une longue série. Je pense que les premiers meurtres des tueurs en série font souvent office de révélateur. Il a pris du plaisir à tuer. Et je pense que c'est le plaisir qu'il a tiré de ce premier meurtre qui l'a poussé à tuer encore et encore. Nous sommes à Soho. Old Compton Street se trouve en plein cœur de Soho. C'est un quartier que Nielsen appréciait beaucoup. Il venait ici pendant son temps libre, et plus particulièrement dans les pubs gays, afin de faire des rencontres. Il passait beaucoup de temps avec des jeunes venus à Londres pour faire fortune. Ils étaient sans domicile fixe pour la plupart. Certains avaient fugué de chez eux, d'autres avaient quitté l'école. Enfin, ce genre de personnes. Nielsen s'intéressait avant tout aux personnes qu'il identifiait de manière instinctive comme étant des solitaires. Il savait qu'elles étaient plus à même d'accepter de le suivre chez lui. Bien souvent, les disparitions de ces personnes n'avaient même pas été signalées. Il s'attaquait à un groupe particulièrement vulnérable, un groupe souvent ciblé par les tueurs en série. Pendant son séjour à Melrose Avenue, Dennis Nilsen va étrangler 11 autres jeunes hommes. Étrangler quelqu'un, c'est quelque chose de très concret. Il suffit d'utiliser ce qui vous tombe sous la main et de serrer. J'ai toujours pensé que Nielsen étranglait les gens qu'il ne voulait pas voir partir à minuit ou à 1h du matin. Ce sont ceux qu'il voulait voir rester. Ceux qui ne l'intéressaient pas plus que ça, il les laissait partir à la fin de la nuit. C'est peut-être en partie vrai, mais j'ai tendance à voir les choses différemment. Je dirais qu'il voulait que les corps restent là parce que cela lui donnait un sentiment de contrôle sur ces gens. C'est ce qui plaît tant aux personnes comme Nielsen, contrôler et dominer les autres. Nielsen utilisait les cadavres de ses victimes notamment pour ses fantasmes sexuels. Il voulait rester près de ses corps. C'était des sortes de trophées pour lui. Il exprimait ainsi son pouvoir et sa domination sur ces jeunes hommes, même après leur mort.
Après les avoir tués, il lui arrivait parfois de les installer dans un fauteuil et de discuter avec eux comme s'ils étaient encore en vie. Il regardait la télévision avec eux, il leur parlait. Il lui arrivait même de rentrer du travail et de les retrouver dans le fauteuil où il les avait laissés le matin en partant. Il leur disait « Devine ce qui m'est arrivé aujourd'hui. C'était un substitut de présence humaine. » Nielsen était très imbu de sa personne. Seule son opinion comptait à ses yeux. Il était plus facile pour lui d'avoir une conversation avec un jeune homme mort et incapable de lui répondre. Il gardait les corps pendant plusieurs jours jusqu'à ce que l'odeur devienne insupportable. Il les éviscérait et il se débarrassait des viscères dans le jardin parce que l'odeur était trop forte. Ensuite, il cachait le reste du corps sous le plancher. Les personnes victimes de troubles obsessionnels compulsifs font très attention aux détails et se montrent très méticuleuses. C'est un trait de caractère très courant chez les tueurs en série prolifiques. C'est ce qui leur permet d'échapper à la justice. Ils savent que la police étudie les indices et du coup, ils nettoient tout derrière eux. Les corps étaient là pour lui tenir compagnie, mais il finissait par l'encombrer au bout d'un moment. Il fallait qu'il se débarrasse d'eux pour diverses raisons. Premièrement, à cause de l'odeur. Deuxièmement, parce qu'il voulait pouvoir ramener d'autres jeunes hommes chez lui. Il m'arrivait de passer la nuit là-bas et parfois même le week-end. Je peux vous dire que l'odeur à Melrose Avenue était terrible. Une odeur de pourriture ou bien l'odeur d'un animal. C'était vraiment horrible. Mais à part ça, il n'y avait rien de spécial. Rien du tout. La place sous le plancher venant à manquer, Nielsen décide de récupérer les cadavres en décomposition, de les couper en petits morceaux et de les emmener dans le jardin. Il a fait un grand feu de joie dans son jardin en plein milieu de la nuit, afin de brûler les restes. Il a fait brûler des pneus en même temps de manière à cacher l'odeur. Les enfants du quartier sont venus danser autour du feu. Ils trouvaient ça amusant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Dennis Nielsen a assassiné 12 jeunes hommes et s'est débarrassé des corps sans jamais éveiller les soupçons. En 1981, il emménage dans un nouvel appartement. Son comportement devient de plus en plus étrange. Entre 1979 et 1981, le fonctionnaire Dennis Nielsen a tué 12 hommes dans son appartement de Cricklewood. En octobre 1981, il emménage au dernier étage d'une maison située au 23 Cranley Gardens, Muswell Hill. Ses fantasmes dérangés prennent alors un nouveau tournant. Carl Stotter, âgé de 21 ans, fait la connaissance de Nielsen, un homme en apparence gentil et aimable, au Black Cap à Camden. Il m'a ramené chez lui. C'était un mec sympa. Il n'avait pas le mot meurtrier tatoué sur le front. Il était vraiment sympa. Et on a couché ensemble. Il l'a attaqué par derrière avec une cravate et il l'a asphyxié. Il m'a tué. Enfin, il m'a étranglé. Il pensait qu'il était mort, mais ce n'était pas le cas. Il m'a ensuite noyé dans une baignoire remplie d'eau. Alors qu'il le croyait mort, il s'est servi un rhum coca et a allumé une cigarette. Il s'est dit, voilà que ça recommence. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça. Il a expliqué qu'il avait l'impression d'être en transe, qu'il agissait sans se rendre compte de ce qu'il faisait.
C'est assez courant. Les tueurs en série racontent qu'ils se réveillent parfois en découvrant ce qu'ils ont fait. Quand il a compris que l'homme était vivant, il est allé chercher des serviettes et il lui a frictionné les jambes pour faire circuler le sang. Et il a monté le chauffage. Massage cardiaque, bouche à bouche, réanimation. Il m'a ramené à la vie. Je suis resté là-bas 3 jours. Voilà un exemple classique. Dans un premier temps, Nielsen a essayé de tuer un jeune homme. Il a cru qu'il était mort, mais quand il a vu qu'il était toujours en vie, Nielsen est passé en mode bon samaritain. Il a essayé de venir en aide au jeune homme. Nielsen vit dans un univers parallèle. Il ne se considère pas comme quelqu'un de mauvais. Au contraire, il se voit comme quelqu'un d'altruiste. Il m'a dit que je m'étais coincé dans la fermeture de mon sac de couchage. Et je l'ai cru. On n'imagine pas un seul instant qu'on a pu chercher à nous tuer. Pourtant, il l'a fait. Karl Stotter n'est pas le seul à avoir bénéficié de la mansuétude de Nielsen. Au moins 3 autres jeunes hommes ont été étranglés mais laissés en vie. Ces agressions n'ont jamais fait l'objet d'aucune enquête de police. La plupart des policiers pensaient que ça faisait partie d'un jeu de bondage, que c'était leur faute, qu'ils étaient consentants. En plus, les gens ont honte d'avouer ce genre de pratique. Ça sert le tueur en série. Il semblerait que le comportement étrange de Nielsen n'était pas uniquement réservé aux étrangers. Je me souviens d'un jour où j'étais endormi par terre. Je n'avais pas voulu dormir dans le lit. Quand je me suis réveillé, il était à califourchon sur moi. Il avait un couteau dans la main et derrière lui, il y avait de la fumée. La chaudière à gaz, qui est normalement accrochée au mur, était tombée par terre. C'était impossible que j'aie pu la renverser avec mon pied. Il y avait plein de fumée dans la pièce. Je lui ai demandé pourquoi il avait un couteau et il m'a dit qu'il cherchait à détacher la chaudière du mur pour éviter une explosion. Mais je suis convaincu que quand je me suis couché, la chaudière n'était pas allumée. Il était déjà endormi. En plus, il faisait doux ce soir-là. Je me souviens avoir pensé ça, et puis j'ai oublié. Je pense qu'il avait une idée derrière la tête. Il cherchait à m'asphyxier. Mais tout le monde n'aura pas la chance d'en réchapper. La plupart des tueurs en série commencent doucement et sont peu à peu gagnés par la frénésie. Ils se mettent à tuer de plus en plus de gens à intervalles de plus en plus rapprochés. L'addiction prend alors le dessus et les cadavres commencent à s'accumuler. À Cranley Gardens, 3 hommes vont connaître le même sort que les 12 garçons de Melrose Avenue. Mais contrairement à son ancien domicile, le nouvel appartement de Nielsen n'offre aucun espace sous le plancher. Il a fait bouillir leur crâne afin de retirer toute la chair. Ensuite, il les a découpés en petits morceaux. Pour lui, ces personnes étaient exactement comme les morceaux de viande qu'il découpait quand il était à l'armée. Cela n'avait aucune valeur émotionnelle pour lui, mais il le faisait parce qu'il devait le faire. On a retrouvé la moitié d'un corps sous la baignoire. Les membres d'un autre corps étaient cachés dans des sacs noirs dans l'armoire. Je suis retourné là-bas le tout dernier jour. Il n'a pas voulu me laisser entrer. Je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. Il était très nerveux. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le chien a grimpé les escaliers en courant et il m'a dit « Tiens-lui la porte, mais ne rentre pas ». Je lui ai dit « Sympa, je te connais depuis des années et tu ne me laisses même pas rentrer dans ton appartement ? Visiblement, tu ne me fais pas confiance. » Il a fait rentrer le chien et il m'a dit « N'entre pas ». Je suis resté dehors. Je n'arrivais pas à comprendre. Les efforts désespérés de Nielsen pour se débarrasser des corps vont finalement causer sa perte. Le 9 février,
les canalisations bouchées vont conduire à son identification et à son arrestation. Scotland Yard vient d'ouvrir une enquête de grande ampleur après la confirmation par un médecin légiste que les restes humains découverts dans les canalisations appartiennent à 3 personnes. Bizarrement, quand ils ont parlé de Muswell Hill, ils n'ont pas donné d'adresse précise ni rien. Mais j'ai tout de suite su que c'était lui. C'était lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. 1 heure plus tard, j'écoutais les informations et ils ont parlé de Cranley Gardens. C'était bien sa maison. On peut faire une pause ? En garde à vue, Nilsen décrit en détail les meurtres de 15 jeunes garçons. Pas besoin de s'énerver. Vous m'avez arrêté, non? Alors faites votre boulot. Nilsen nous a raconté tout ce dont il se souvenait. On l'a interrogé 16 fois au cours des mois suivants. Lors de ces interrogatoires, Nilsen s'est montré très terre-à-terre, très froid. Il n'a exprimé aucun remords. Il semblait ne rien regretter. Au mois de novembre, Dennis Nilsen est condamné à la prison à perpétuité. En l'espace de 4 ans, il a tué 15 jeunes hommes. Mais le gentil tueur était-il un tueur né? Dennis Nilsen est très clairement né avec une tare génétique. Ça ne pouvait déboucher que sur des problèmes. Certaines personnes sont nées avec un gène qui les rend plus enclins à la colère ou à la jalousie. Personne ne naît avec un avenir tout tracé. Notre futur dépend de nos actes. Il dépend aussi en partie de notre patrimoine génétique défectueux, mais ce n'est pas la même chose que de dire qu'on hérite du mal. Nilsen aurait très bien pu devenir une toute autre personne. Ça n'aurait pas forcément été une personne stable à cause de ses gènes, mais ça ne faisait pas forcément de lui un meurtrier. L'idée selon laquelle il était né mauvais est ridicule. Il a eu une enfance relativement banale. Certains éléments de sa vie ont été un peu étranges. Cela n'a pas toujours été facile à surmonter. Mais cette enfance et ces tribulations ne sont pas uniques à Dennis Nilsen. Tout cela est commun à des centaines de milliers d'autres jeunes gens. Si Dennis Nilsen était né pour tuer, alors ça serait également le cas de ces centaines de milliers de jeunes gens qui ont grandi dans les mêmes conditions. Alors non, je ne pense pas que Dennis Nilsen soit un tueur né. On peut naître avec une tare, mais c'est à nous de la contrôler. Si on ne la maîtrise pas, c'est nous le responsable. Je ne pense pas que c'était un tueur né, mais ce sont les circonstances qui l'ont conduit au meurtre. Death était nécrophile. Il aimait tout régenter. Je pense que s'il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait d'une personne, comme ça arrivait parfois avec moi, il était prêt à n'importe quoi pour y parvenir. Certains soirs, il était saoul, mais il était d'humeur à s'envoyer en l'air, et il était prêt à tout pour arriver à ses fins. Je pense que ces gens sont tous, d'une manière ou d'une autre, des tueurs nés. C'est un problème biopsychosocial. Mais de mon point de vue, la biologie joue un rôle très important. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un problème biologique ou neuropsychologique. Nous ne savons pas si c'est génétique, hormonal, chimique, électrique, dû à un trouble cérébral ou à une combinaison de tout ça. Mais il faut une réunion de plusieurs de ces facteurs pour aboutir à un tueur sexuel en série. De son côté, Nilsen a également cherché une raison à ses crimes. Ça m'étonne de ne pas ressentir de tristesse pour mes victimes. Je n'ai pas versé la moindre larme pour moi ou pour ceux qui ont souffert de mes actes. Suis-je une personne faible, sous pression? Une personne qui n'arrivait pas à surmonter ses peurs et qui a cherché à se venger de la société dans l'alcool? Ou peut-être suis-je tout simplement né mauvais?
Foutaise. Pour moi, tout ça, c'est n'importe quoi. Ce n'est qu'une manière d'essayer de justifier son comportement. C'est un pauvre type, un menteur. Il a pris des vies humaines. J'ai de la peine pour sa mère. Avoir donné naissance à un tel monstre.